Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Le gouvernement de la République de Djibouti et le gouvernement de la République du Guatemala, guidés par les buts et principes de la Charte des Nations Unies ainsi que par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963, souhaitant donc promouvoir et renforcer les liens d'amitié et de coopération entre leur pays et leur peuple, fondés sur l'égalité, le respect mutuel de la souveraineté de l'autre, l'indépendance et l'intégrité territoriale, ainsi que la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un autre État, ont décidé donc d'établir des relations diplomatiques à partir de la date de signature du présent communiqué. Et autre renforcement, Alice, cette fois avec le gouvernement de la République du Pérou. Eh bien donc, vous l'avez dit Asma, les deux pays ont décidé d'établir donc des relations diplomatiques à partir de la date de signature donc du 28 février 2018. Ce texte a été signé donc à New York. Il a été donc signé en 3 langues, en l'occurrence en français, en espagnol et en anglais. Ces 3 textes, donc, s'agit de 3 textes, l'anglais, la langue internationale, l'espagnol, la langue du Pérou, et le français, donc la langue officielle donc à Djibouti. Eh bien, les deux gouvernements, en l'occurrence le gouvernement de la République de Djibouti et le gouvernement de la République de Pérou, ont été guidés par le texte et le principe de la Charte des Nations Unies, ainsi que par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 et la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963. Eh bien, c'est un grand pas, Asma, pour vous dire, dans la diplomatie djiboutienne, en souhaitant donc aller vers de l'avant avec la signature des chartes avec des pays qui sont très loin de notre pays. Merci Ali pour cette analyse. Et à Djibouti, une cérémonie organisée par l'ambassade du Japon s'est tenue mercredi à l'hôtel Sheraton. Cette cérémonie avait pour but de commémorer les actions entreprises au développement de Djibouti par nos homologues japonais à Djibouti, et de remercier donc et encourager les jeunes djiboutiens stagiaires du programme JICA. Nombreuses personnes étaient présents à cette cérémonie, à savoir l'ambassadeur du Japon, le représentant du JICA, les représentants de l'ambassade japonaise à Djibouti, mais aussi les jeunes stagiaires djiboutiens qui étaient à l'honneur dans cette soirée. Et au cours de cette cérémonie, des présentations ont été faites pour relater les activités d'échange et les formations organisées dans ce programme, puis donc des discours que et je souhaite exprimer mes salutations les plus sincères à tous les de la JICA d'Égypte, notamment Dr Tabarek Mohamed, à cette occasion, pour l'appui et le soutien qu'il a accordé pour renforcer la relation d'amitié entre le Japon et la République de Djibouti. Cette année, et de plus, les relations en matière de la coopération entre nos deux pays se progressent ces dernières années. Et je crois qu'il est tout à fait opportun d'organiser cette rencontre ce soir, car avant de se préparer à la prochaine TICAD, c'est Conférence internationale sur le développement de l'Afrique, 7e édition en 2019, c'est un bon moment de faire le point sur ce que nous avons fait dans le cadre de l'ancien TICAD et de concevoir les futures coopérations ensemble dans le cadre de la TICAD 7. Comme nous le savons, les ressources humaines bien formées sont les plus grands atouts de tous les pays pour leur initiative de construction de la nation. Il est nécessaire de mettre en place ces ressources précieuses à travers l'éducation et de la formation afin qu'ils puissent être efficacement mobilisés dans les domaines de renforcement des actions du pays. À cet égard, le Japon a dépêché en permanence des experts japonais à Djibouti à utiliser leurs connaissances et leur expertise, et aussi pour donner l'occasion à Djibouti à utiliser leurs connaissances et leur expertise, et aussi pour donner l'occasion aux stagiaires djiboutiens pour étudier et recevoir des formations au Japon grâce
à des programmes JICA. Et dans son intervention, l'ambassadeur du Japon à Djibouti a fortement appelé les Djiboutiens et Djiboutiennes à s'abonner à leur page Facebook parce qu'a-t-il dit, cette plateforme facilitera les échanges culturels entre le peuple japonais et djiboutien et de pouvoir suivre donc les programmes de cette formation organisée, on le rappelle, par l'ambassade du Japon à Djibouti, mais aussi les opportunités de travail disponibles à l'ambassade. Je voudrais tout d'abord remercier aux chers membres de l'association JICA de m'avoir invité à cette soirée qui symbolise les relations d'amitié entre le Japon et Djibouti. L'association JICA a continué à jouer un rôle majeur pour lier nos deux pays depuis son établissement en 1996 et ainsi contribuer au développement des relations bilatérales. Dans cet égard, bien sûr, il y a beaucoup de pistes à exploiter, mais je tiens à vous demander juste une seule chose aujourd'hui, c'est dans cette soirée. J'imagine que beaucoup d'entre vous ont un portable. Pas un simple appareil téléphone, mais soit iPhone, soit Android. Ceux qui ont ça, prenez, s'il vous plaît, ouvrir votre page Facebook maintenant et recherchez, faites une recherche ambassade du Japon à Djibouti. Nous voudrions utiliser notre page Facebook, l'ambassade du Japon à Djibouti, en tant que plateforme d'échange direct entre la population djiboutienne et la population japonaise pour faire mieux connaître ce qui est le Djibouti aux Japonais et ce qui est le Japon aux Djiboutiens. Également dans l'actualité, dans le cadre du rapprochement des communautés, mais surtout de prise de conscience de la réalité du quotidien des enfants à besoins spéciaux, une trentaine d'élèves de terminale du lycée de PK12 ont effectué ce matin une visite au sein du service des enfants à besoins spéciaux. Les élèves donc étaient accompagnés par le proviseur du lycée de PK12, Mohamed El Mirasoui, ainsi que d'un enseignant en langue anglaise. Et dès leur arrivée, les élèves ont été accueillis par le chef de service, M. Idriss Mohamed Abdi. Puis ils ont été donc conduits dans une salle de classe où ils ont reçu des explications par le menu donc en détail sur l'enseignement des enfants malvoyants par une enseignante, mais aussi sur les systèmes d'écriture tactile, à points saillants ou braille, à l'usage des personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Puis les élèves ont suivi une séance de lecture assurée par des élèves de la classe de la 5e année. Ils ont donc participé ensuite aux travaux en classe pour comprendre le déroulement des cours au sein de ce service. Dans la salle informatique, M. Idriss Mohamed Abdi a expliqué et démontré aux élèves le fonctionnement des matériels d'apprentissage des personnes malvoyantes, comme la machine à écrire, l'ardoise pour les calculs. Et les visiteurs se sont enfin dirigés vers la salle de sport où était disposée donc une table de tennis pour ainsi donc découvrir les aptitudes des personnes malvoyantes. Et selon le proviseur du lycée de PK12, cette visite sera bénéfique à ces jeunes dans la mesure où elle leur fournira des réponses sur le chapitre du programme concernant les personnes à besoins spéciaux. On l'écoute. Nous avons déplacé aujourd'hui des élèves du lycée de PK12 pour rendre visite à leurs frères, à leurs petits frères et sœurs à besoins spéciaux. Arrivés sur place, nous avons été accueillis par M. Idriss, chef de service au MENFOP, et son équipe qui nous ont très bien accueillis. Ensuite, nous avons eu droit à une visite guidée très enrichissante pour les élèves, mais surtout impressionnante. J'ai dit impressionnante parce que pour certains de ces élèves, c'est ce qu'ils ont vu, ça dépassait de leur imagination.
sincèrement. C'était très émotionnel de voir des enfants malvoyants, des enfants malades mentaux en train d'étudier au même titre et avec les mêmes programmes que les élèves normaux. Ils ont été aussi impressionnés par la qualité du cadre de travail et la manière dont ces enfants reçoivent une éducation, mais vraiment de qualité. C'est un geste vraiment qui mérite d'être salué à sa juste valeur. Et cette reconnaissance, c'est vraiment revient tout d'abord au chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui a bien voulu vraiment sortir de ces élèves, qui sont vraiment l'avenir de notre pays aussi, de sortir de leur marginalisation, parce que ces enfants, hier, ils ont été traités dans la rue comme des aveugles, comme des malades mentaux. Aujourd'hui, ils apprennent et demain, Inch'Allah, ils seront les responsables de ces pays. Dans le reste de l'actualité, la délégation conduite par le secrétaire général d'État, du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Ahmed Farah, qui est également donc directeur des Jeux, a visité hier après-midi les infrastructures devront accueillir les 11e Jeux de la SJSOI du 20 au 28 avril prochain. Première étape, la mairie de Djibouti. La délégation a été reçue par le maire adjoint qui s'est réjoui de cette visite et a exprimé satisfaction quant à l'organisation par Djibouti d'un événement aussi important. Après cette première visite, la délégation s'est dirigée vers le SMI, puis l'hôpital soudanais, la santé étant la première préoccupation des experts. Ces derniers sont réjouis de l'état du service qui répondait aux besoins des jeunes en matière de soins et qui dépassait de loin donc leurs attentes. Ensuite, pour les structures devant accueillir les compétitions culturelles, la délégation a visité le Palais du Peuple, le centre de l'EDA. Pour les structures devant accueillir les compétitions sportives, la délégation a visité en premier le gymnase du lycée d'État, puis le centre technique national, le stade Goulet et enfin le complexe du roi Fahd. Nous sommes rassurés que tout soit en place pour le jeu et nous entamons également des visites pour les infrastructures sportives et nous sommes très impressionnés et on est content quand même que tout soit en place et que le Djibouti est prêt pour les jeux et il y a qu'à ramener nos jeunes ici pour s'éclater. C'était très bien accueilli. On est vraiment ravis, satisfaits des installations qui nous ont été présentées. Le site d'hébergement correspond tout à fait à ce qu'on attend de nous à l'île de la Réunion. Les jeunes seront ensemble dans un endroit sécure et c'est l'essentiel. L'idée est bien d'être sûr de la rencontre. Donc les équipements et les infrastructures présentées aujourd'hui nous garantissent sécurité et fiabilité. Donc on est ravis. Le président du conseil régional de Tadjoura, Omar Hussein Omar, a organisé hier une réunion de concertation sur la problématique de la délinquance juvénile au sein du conseil régional qui a vu la participation donc, du vizir de Tadjoura, Ahmed Chaham, et monsieur donc, le chef du village de Tadjoura, Ahmed Balkhad, ainsi que les chefs coutumiers, chefs de quartier et les ulama de la ville blanche. Les invités sont exprimés tour à tour sur la problématique de la délinquance juvénile et ont donné leur avis face à ce fléau qui donc sévit la jeunesse et qui touche donc principalement la jeunesse. Le président du conseil régional a pour sa part rappelé que la jeunesse est au centre du programme politique du chef de l'État qui veut faire de la jeunesse le moteur d'une Djibouti émergente. C'est pourquoi nous devons, a-t-il dit, tous combattre la délinquance parce qu'elle nuit à l'épanouissement des jeunes et handicape leur avenir. De la déperdition scolaire. Chacun a donné son avis et on a décidé de mettre sur pied un comité de réflexion et faire des porte-à-porte afin que les familles soient responsabilisées, les jeunes aussi soient responsabilisés, chacun à leur niveau. Ce magazine, mesdames et messieurs, nous allons faire un tour d'horizon donc de la situation touristique à Djibouti. Regardez, c'est un magazine de la rédaction.
Djibouti étant situé sur un point carrefour géostratégique et en bordure de la mer Rouge avec un fond marin riche en espèces de tout genre et regroupant des poissons, crustacés ou autres, fruits de mer, uniques qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est ainsi que nos côtes attirent des multitudes de touristes étrangers ou nationaux. Djibouti étant une destination irrésistible pour les aventuriers en quête de nouvelles découvertes, c'est surtout les îles Mascali, les îles Moucha, le lieu dit Sable Blanc, les îles de Sept Frères ou la plage d'Arta qui sont les centres touristiques les plus visités, les plus prisés par les touristes avides des paysages. Certains touristes viennent également à Djibouti pour contempler et savourer la beauté flamboyante du lac Assal, situé à moins 150 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les promoteurs touristiques et les médias du monde entier ont classé Djibouti parmi les 10 pays à visiter en 2018, notamment les experts de Lonely Planet qui vantent particulièrement les plages fascinantes et les plongées enivrantes avec de requins-baleines, espèces uniques au monde de notre contrée djiboutienne. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité hors de nos frontières avec Samantha Série. Bonjour Samantha. Bonjour Asma, bonjour à vous. Et en Russie, Vladimir Poutine veut clairement impressionner les électeurs russes à l'approche de la présidentielle, on le rappelle, le 18 mars prochain, mais aussi les Occidentaux. Donc il a dégainé les toutes nouvelles armes russes, notamment un missile de croisière à charge nucléaire qui sera donc très difficile à détecter ce matin. Effectivement Asma, c'est l'arme fatale de Poutine, un missile de croisière invisible. Mais c'est l'un des exercices préférés, souffle le chaud et le froid. Vladimir Poutine a joué aux marchands d'armes en présentant son catalogue très complet aux députés et sénateurs russes lors de son discours annuel hier au Parlement, tout en prenant soin de préciser que la Russie ne menace personne, au cas où la communauté internationale s'inquiéterait. Néanmoins, il a consacré la moitié de son intervention, soit près d'une heure, durant à détailler les armes dernière cri dont dispose désormais la Russie. Un message ferme et aussi clairement adressé aux autres puissances occidentales que Vladimir Poutine accuse d'avoir mené des sanctions illégales visant selon lui à affaiblir notamment les secteurs de la défense russe. Ce que vous avez essayé pour gêner empêche à entraver la Russie, n'a pas réussi à acclamer le chef du Kremlin. Tous les travaux de renforcement de la capacité défensive de la Russie ont été menés, sont menés, c'est dit, et sans doute bien comprises. Merci. Et au Japon, cette fois, on reste toujours donc dans l'actualité à travers le monde. Au Japon, cette fois, où un violent blizzard balaie le Japon. Effectivement, l'île d'Hokkaido a subi ce que les autorités décrivent comme le pire blizzard ces dernières années. Le Japon est lui aussi frappé par le froid. L'île d'Hokkaido, au nord de l'archipel, a subi aujourd'hui ce que les autorités décrivent comme le pire blizzard ces dernières années. La tempête a causé la mort d'au moins une personne. Ce patrouilleur autoroutier était parti pied pour aider une voiture bloquée dans une forêt. Il a été retrouvé décédé dans la neige. Le blizzard a forcé l'annulation d'environ 300 trains et 110 avions dans la région et des milliers de voyageurs se sont retrouvés bloqués dans la gare de Sapporo. Les habitants ont été invités à rester chez eux par l'agence de météorologie. Merci Samantha Série pour cette analyse et merci à vous de nous avoir suivis.